Bonjour, ici Pierre Maisonneuve. J'ai le privilège aujourd'hui de vous faire découvrir comment, au cours des 50 dernières années, la prévention des maladies cardiovasculaires et la promotion des saines habitudes de vie ont évolué au Québec. Vous pourrez constater le rôle primordial joué par le Centre EPIC de l'Institut de cardiologie de Montréal dans cette évolution. À ses débuts, en 1968, les habitudes de vie et de consommation étaient bien différentes de celles d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de législation contre la cigarette, on pouvait fumer partout. Le pourcentage des fumeurs, d'ailleurs, était de 51 % au Québec, un taux supérieur aux autres provinces canadiennes. Les épiceries, maintenant, elles n'avaient sur leur tablette que bien peu de variétés de fruits et de légumes. Il y avait davantage de poissons panés congelés que de poissons frais, et l'huile d'olive, c'était utilisé par les Méditerranéens. C'est l'Expo 67 qui nous a ouvert l'esprit, avec ses nombreux pavillons thématiques, ses chefs cuisiniers venus de partout. La cuisine du monde a commencé petit à petit à se faire une place dans nos assiettes. Dans la vie de tous les jours, rien ne favorisait l'acquisition d'un mode de vie actif ou encore de saines habitudes de vie. On était bien loin des vélos en libre-service et des nombreuses pistes cyclables. Dans les années 60, il y a à peu près 3 % de la population qui fait de l'activité physique. L'activité physique, c'était jouer, c'était pour les enfants. L'exercice ou la culture physique, on en faisait si peu. Quand on voyait quelqu'un courir dehors, là, on disait c'est un newfie ou c'est un extraterrestre. Le Marathon de Montréal a été créé 10 ans plus tard et visait plus, à ses débuts, les performances que la participation populaire. Eh bien, aujourd'hui, plus de 25 000 coureurs s'élancent annuellement dans cette activité qui rejoint autant les athlètes de premier plan que les enfants et les coureurs moins aguerris, avec l'addition de nombreuses catégories et distances de course. C'est donc une poignée de visionnaires qui ont su voir à travers ces réalités d'époque l'opportunité de mettre sur pied ce qui est devenu aujourd'hui un centre de référence mondial en prévention de la santé, le Centre EPIC de l'Institut de cardiologie de Montréal. Pour moi, c'était mon rêve. Le rêve est devenu une passion. Il n'y a rien qui arrête ça quand tu es passionné. C'est fou. Avant de devenir le centre de médecine préventive de renommée internationale qu'il est maintenant, une simple idée a germé. Une idée portée par une vision. Beaucoup de travail et surtout des hommes de cœur, des passionnés. J'étais directeur du service d'éducation physique à la régionale Maisonneuve à ses tout débuts. Et j'avais un professeur qui était venu travailler durant l'été à l'Institut de cardiologie et qui avait rencontré un cardiologue, le docteur Goulet, et un autre en recherche, le docteur Allard, qui, eux, voulaient faire un projet pour voir, quand on fait de l'exercice physique, les conséquences sur la santé. Il faut réaliser que quand ces chercheurs-là de l'Institut ont eu l'idée d'étudier l'exercice puis ses effets sur la santé cardiovasculaire, c'était très d'avant-garde. Il y avait seulement les Scandinaves qui faisaient ça. Et puis, en fait, ils s'inspiraient de ce qui se faisait en Suède puis en Norvège. Et dans le fond, ils ont décidé de faire ça au Québec. Et là, à ce moment-là, j'ai approché Lionel Théoret, qui était mon ancien président de commission scolaire. On s'est réunis, les 5 ensemble, et on a décidé de partir un groupe. Ils ont dit, Lionel, on veut faire un projet de recherche sur le système cardiovasculaire. On prêchait la prévention, et c'est un fait qu'à ce moment-là, l'Institut de cardiologie soignait plutôt qu'aller en prévention. Et puis, on était vraiment, à l'époque, l'âge d'or de la chirurgie. La première greffe cardiaque, c'est à peu près à cette époque-là. Alors, c'était vraiment pas sur le radar, la prévention, dans ce temps-là. Eux autres, pas mieux qu'ailleurs, tu t'en allais chez vous, 3 mois assis sur une chaise, tu ne bougeais pas. Tandis que nous autres, on s'en allait ailleurs. Mais ça a été un élément vendeur pour solliciter, de la part de M. Théoret, certaines personnes à participer, puis après, il était vraiment présent, les gens. On veut prouver qu'en faisant de l'activité physique, on va améliorer le système cardiovasculaire. Et M. Théoret, lui, dans le recrutement, a trouvé 26 personnes dans sa parenté, des amis, des anciennes relations d'affaires. Et le premier projet, c'était 26 personnes seulement. Le plus jeune avait 34, le plus vieux 46. Et ça, c'était sans compter, ce qui a dérangé bien du monde,
Sans compter qu'on avait 2 coronariens dans le groupe, puis on ne le savait pas. On pouvait même sortir une statistique, dire « Vous, vos tests révèlent que votre cœur et votre femme, vous êtes 10 ans plus jeunes. » Et c'est là que le 16 octobre 1968, on a fondé EPIC. EPIC. Je dis « Oui, études, pilote, Institut de cardiologie. » J'ai pris ça à but non lucratif. J'ai pas voulu que ce soit une affaire d'argent. J'ai voulu comme ça. Là, ils ont dit « T'es fou, Lionel? » Non, non. J'ai dit « J'ai plus que ça. On va acquérir un terrain. » Les premiers locaux, c'est l'école Leblanc à Duvernay. L'année d'après, c'est Mont-la-Salle. Et on a ajouté Saint-Eustache, Collège de Saint-Laurent et Saint-Hilaire. On est rendu à 17 endroits dans les écoles. On n'a plus assez de place. La Ville de Montréal commence à nous couper des locaux. Il faut penser à construire. On était tout prêts. On a fait voter 194 personnes ou quelque chose comme ça, de nous donner le mandat de pousser le projet plus loin. Puis de présenter aussi un projet, comment vous allez le financer, parce qu'à but non lucratif, on n'a pas de scène. La Fondation EPIC est une fondation assez exceptionnelle en ce sens que c'est une des rares fondations qui est arrivée avant son bénéficiaire. Si on regarde pour la plupart des fondations hospitalières, on a un hôpital, puis quand l'hôpital est mis sur pied, bien, on met une fondation sur pied pour pouvoir alimenter les projets de l'hôpital. Dans le cas de la Fondation EPIC, les fondateurs du Centre EPIC se sont dotés de la fondation pour pouvoir mettre sur pied le Centre EPIC, pour pouvoir récolter les sommes qui allaient servir de mise de fonds. Le soir de l'Assemblée générale, la salle est pleine parce qu'on leur annonce qu'on va présenter le projet, puis on va parler de financement. Lionel Théoret, Roland Pilonnière ont mis sur pied la Fondation EPIC avec l'objectif de recruter 300 gouverneurs qui chacun, en 1972, je vous le rappelle, allaient donner 1 000 $ en échange de quoi ils devenaient gouverneurs et membres à vie du Centre EPIC. Puis là, j'expliquais le statut de gouverneur. Seriez-vous disposé à faire un placement sur vous-même? Seriez-vous encore plus motivé si ce placement constituait par le fait même un geste humanitaire pour la collectivité? C'était devenu déjà des associés. Le rêve EPIC, quand je vous dis qu'il est devenu un rêve collectif, il était déjà commencé. Là. 12 personnes sont devenues gouverneurs sur place, il y avait des chèques dans leur poche, et 3 ou 4 qui ont promis. Il fallait que j'en ramasse 300. Le centre était à peine commencé à construire, qu'il y avait seulement 175 gouverneurs qui avaient. Et savez-vous combien j'ai fini? À 310. Nous avons décidé, c'est notre slogan, de mettre debout une population assise. Ces deux hommes sont de valeur comparable parce que le Canadien moyen de 30 ans a à peu près la même condition physique qu'un Suédois moyen de 60 ans. Parallèlement au lancement d'EPIC, le programme Participe Action voit le jour en 1971. Il s'agit d'une des premières campagnes sociétales qui fait la promotion de l'activité physique au Canada. Je l'ai fait. J'ai marché une demi-heure. Es-tu prêt à recommencer demain? Participe Action, un autre épisode des grands moments du sport. En 1974, fini les cours itinérants, les locations d'espace dans les écoles. EPIC s'installe enfin dans ses propres locaux. Un projet d'envergure, mais qui ne sera pas sans embûches. Le centre ouvre officiellement ses portes en janvier 1974. S'en suivront 10 années de développement intense. Dans la foulée de l'obtention des Jeux olympiques de 1976 par la Ville de Montréal, EPIC participe activement à la promotion de l'événement par la vente de billets, en étroite collaboration avec le comité organisateur. L'impact des Jeux sur la société québécoise se fait d'ailleurs ressentir aussitôt, surtout si l'on considère les nombreuses nouvelles installations de calibre mondial qui s'offrent maintenant aux Montréalais. Des programmes d'initiation au sport visant les élèves du primaire et du secondaire sont même organisés au Stade olympique, à la piscine olympique et dans de nombreux autres endroits. Un an seulement après les Jeux,
on constate un bond spectaculaire de 20 % de l'utilisation des nombreux plateaux sportifs de Montréal. Y penser, c'est pas assez. Pendant ce temps, les campagnes de participation s'accentuent auprès de la population canadienne. Ça donne du ressort, faites-le avec les pieds pour votre santé. Faites-le pour l'action, participation. En 1978, naît Kino Québec. Une initiative du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur visant à promouvoir la pratique régulière d'activité physique auprès de la population québécoise dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. Faites travailler vos muscles, faites-le souvent, régulièrement. C'est ça qui est bon. Le plein air. Ça vous rappelle le Québécois? Un message de Kino Québec. Le docteur Martin Junot, qui deviendra en 1986 le chef du département de prévention et de réadaptation de l'Institut de cardiologie de Montréal, fait d'ailleurs partie du comité consultatif scientifique de Kino Québec, ayant comme objectif de faire le pont entre la recherche et l'action. Au Centre EPIC, l'engouement pour les saines habitudes de vie se fait également ressentir, notamment par la croissance du nombre de membres qui va plus que doubler entre 1974 et 1985, passant de 1400 à près de 2800 membres. Les femmes sont aussi plus nombreuses dans les activités d'EPIC. Bien, il faut se mettre à l'époque, les femmes n'en allaient pas dans les tavernes, les femmes n'en allaient pas nulle part. Et après, à la fin de la première année, il y a des membres qui ont dit « Pourquoi on ne ferait pas à nos femmes? » C'est comme ça que ça a parti. Début des années 70, les femmes représentent à peu près 10 % du membership. Et puis, ça a constamment évolué pour atteindre la parité aujourd'hui. Dès le début de l'aventure, les fondateurs et administrateurs du Centre EPIC souhaitaient être reconnus comme organisme à but non lucratif, au même titre que la Palestre nationale ou encore le YMCA. Or, la Ville de Montréal et la Commission des affaires municipales ne l'entendent pas de cette oreille. Après 10 ans et 4 comparutions en commission municipale à Québec, le Centre EPIC passe près d'être vendu pour taxes impayées. Parce que le gouvernement de la Ville de Montréal voulait nous charger, si ma mémoire est bonne, 500 000 de taxes qu'on n'avait pas. Le centre était un centre qui valait 15 millions à l'époque. Et qui, si un jour voulait le céder, il fallait qu'elle le cède en premier à l'Institut ou à un organisme du genre. C'est par l'intégration à l'Institut de cardiologie de Montréal, son allié naturel, que le cauchemar prend fin. La dette globale sera effacée et EPIC pourra continuer son œuvre, entreprise en 1968. Cette fusion fut une alliance logique et souhaitée, pour laquelle les dirigeants en poste n'ont pas attendu les approbations gouvernementales avant d'agir. La fusion est arrivée en 83, bien avant que j'arrive, mais ça a été le germe, je pense, de la transformation parce que à ce moment-là, le chef des cardiologues à l'Institut de cardiologie devenait le patron des cardiologues ici. Ça m'a donné l'assurance qu'EPIC allait survivre, allait continuer. Donc, EPIC et l'ICM soudés dans le P de la prévention. Au fil des années, EPIC joue plusieurs rôles pour ses membres, mais dès 1987, la recherche s'est rapidement installée comme étant centrale à son développement. Et EPIC a pris une autre dimension avec l'arrivée de Martin Junot. Quand il a dit « on va faire de la recherche », on a dit « oui, hey, de la recherche, qu'est-ce qu'on va faire ?» La première chose que je me rappelle, moi, en recherche, c'est quand il a fait construire la chambre froide. Bon, j'ai convaincu le directeur de la recherche de l'époque de construire, de m'aider à construire une chambre froide ici, installer un tapis roulant, puis pour faire des tests à l'effort au froid. Là, on disait au monde, on va vous faire marcher dans une chambre froide. Les gens me disaient, mais il n'y a pas un patient qui va vouloir faire ça. J'ai mis une petite pancarte dans le centre, puis on avait une file d'attente. Alors, les gens, littéralement, faisaient la queue pour être enrôlés dans les projets. On voulait voir, en fait, l'effet, l'angine au froid. Et la recherche, c'était le grand saut d'EPIC qui a fait connaître EPIC dans le monde. Ça nous en prenait. Mais de la recherche solide et équilibrée. L'étude a été publiée dans la plus grande revue de cardiologie qui s'appelle Circulation, qui est la revue officielle de l'American Heart Association. Ça a fait le tour du monde.
Et j'ai été invité partout à présenter sur la planète, même à des endroits étranges, des endroits où il ne fait jamais froid, mais ça a suscité beaucoup d'intérêt. Je vous dirais que c'est l'étude qui a mis notre recherche pas mal sur la carte. Mais qui aurait cru que pour aider la récupération de patients coronariens, on pouvait leur demander d'enfiler leurs shorts et d'aller bouger en gymnase? Bien, sur le plan médical, je pense ce qui a été novateur, c'est surtout quand on a décidé de faire des groupes, d'entraîner des gens coronariens à venir faire de l'exercice sous surveillance, de les pousser, faire de la recherche avec eux. Les cardiaques ne pouvaient pas entrer dans le gymnase sans qu'il y ait un cardiologue sur place. Donc, ils attendaient dans l'entrée tant qu'il n'y avait pas un cardiologue sur place. Mais à un moment donné, ça devenait de plus en plus difficile d'aller chercher un cardiologue pour aller assister le cours. Et là, on s'est dit, bien, on faut poursuivre en d'autres mots. Puis le docteur Choquette avait commencé tranquillement. Puis quand il entraînait des cardiaques, il devait faire signer des consentements, non seulement aux patients, mais à leur cardiologue. C'était considéré dangereux. Alors qu'aujourd'hui, c'est un traitement standard. Donc, ça prend un minimum d'équipement. Il faut que le personnel soit en mesure d'agir quand il arrive un incident cardiaque. Et on était parmi les premiers, comme au centre EPIC, les éducateurs physiques avaient l'autorisation de défibriller. De prendre ces groupes de personnes qui ont fait des infarctus, puis ces personnes-là ont été aussi des ambassadeurs. Parce que après un an d'entraînement, la personne s'en va chez elle et elle te dit « Écoute, moi, là, je suis 100 fois plus en forme. » Fait que lui, il faisait de la propagande. Tu sais, il arrivait dans le milieu hospitalier puis il disait, bien, regarde, là, t'as fait quelque chose, va à EPIC, ils vont t'arranger ça, va à EPIC, ils vont t'arranger ça. Et donc, d'une idée, d'un projet de recherche, l'exercice fait maintenant partie intégrante de plans de traitement. La prise de conscience de l'évaluation avant de donner un programme d'entraînement. Ouais. N'importe qui peut aller dans n'importe quel gymnase et tu t'inscris au gymnase, tu ne te poses même pas de questions à moitié du temps. Puis encore aujourd'hui, c'est à peu près ça. Nous autres, on arrivait et on disait, mais vous avez, quand même que vous avez 40 ans, 50 ans, la première des choses qu'on va faire, on va vous évaluer. On va regarder si oui ou non vous êtes à risque. Et deuxièmement, on va vous faire un programme selon votre capacité. Puis, on va revoir ça dans un an. Puis là, ils trouvaient ça extraordinaire. Puis même s'il n'avait pas augmenté beaucoup, le sentiment de bien-être. Moi, j'ai vu des gens un peu découragés. Je disais, hey, Lucie, ça n'a pas d'allure. J'ai fait juste 2 minutes de plus. Pourtant, je suis tellement mieux dans ma peau. Je suis tellement mieux. Les médecins, maintenant, vont prescrire l'exercice. Tu sais, les gens disaient, oui, il faut faire de l'exercice. Ils savaient que c'était bon pour eux, mais il n'y a pas de médecin qui prescrivrait. Maintenant, c'est ça. Les médecins prescrivent. Les gens nous arrivent. Mon médecin me dit qu'il fallait que je fasse de l'exercice. Quand moi, j'ai commencé, là, on tournait autour de la piste, puis on faisait 20 minutes de course, puis ça s'arrêtait là. Puis on faisait, mettons, 10 minutes d'un côté, 10 minutes de l'autre, puis c'était ça le cours qu'on donnait. Il n'y avait pas beaucoup d'intervention. Alors là, par la recherche, là, maintenant, on fait de l'entraînement par intervalle. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup évolué au centre EPIC. Donc, tout le monde sait maintenant, EPIC, on fait de l'intervalle dans tous nos cours, dans toutes nos activités. Les gens aiment ça, c'est beaucoup plus stimulant. Puis, il y a comme une économie de temps qui est intéressante aussi quand on fait de l'intervalle, parce que 15 minutes en intervalle, on a les mêmes bénéfices santé que 30 minutes en continu. Puis comme on est pressé, puis qu'on n'a pas le temps de s'entraîner, bien, on s'entraîne par intervalle. Mais moi, je peux vous dire que c'est ce que je faisais il y a à peu près 30 ans au centre EPIC. Fait qu'on innovait parce qu'il y avait beaucoup de cours qui étaient donnés. Et même au niveau des coronariens, on travaillait avec des programmes d'intervalle. À la marche, oui, mais c'était quand même des programmes d'intervalle. Fait qu'on innovait énormément du côté de l'entraînement aussi. Si au début des années 70, la programmation était plutôt simple, avec quelques cours et tout ça. Maintenant, les gens font beaucoup plus d'activités physiques. Actuellement, on offre 140 cours différents au centre EPIC. L'intégration de saines habitudes de vie auprès de tous les membres d'EPIC va de soi de nos jours. Mais à l'origine, c'est d'abord la nutrition qui s'est greffée au programme d'exercice novateur. Dès les années 95, on s'est intéressé à l'alimentation méditerranéenne parce qu'il y avait une étude qui avait été faite à Lyon qui avait bousculé toutes les connaissances à l'époque. Parce qu'à l'époque, il fallait manger, il fallait couper le gras, il fallait faire bouillir le poulet, puis c'était pas bon. À Lyon, le docteur Delorgeril qui décide de donner une alimentation méditerranéenne après l'infarctus à la moitié des patients, puis l'autre moitié, puis c'était au hasard, une alimentation de type recommandé à l'époque, faible en gras. Ce qu'il a montré, c'est qu'il y avait 72 % moins de récidives dans le groupe méditerranéen.
ce qui était un choc à l'époque parce qu'on s'attendait que ça n'ait pas beaucoup d'effet. Et les résultats ont été extraordinaires, autant au niveau de réduire les risques d'avoir un autre problème de cœur que de la mortalité. Donc, à partir de là, c'est là qu'on s'est dit, oh, c'est intéressant. Est-ce que c'est des principes qu'on peut amener, ça, en Amérique du Nord? Puis effectivement, oui, c'est sûr, on ne mange pas des aliments de la Méditerranée, c'est les principes nutritionnels qu'on est allé chercher. Et cette étude-là a complètement transformé l'approche de l'alimentation en cardiologie. Beaucoup de centres américains l'ont adopté aussi. Nous, on l'a adopté tout de suite au début parce que le fameux auteur en question était un ancien fellow de l'Institut avec qui on était resté proche. Avec Kilo Actif, notre programme Kilo Actif qu'on a monté, moi et Valérie, au niveau de l'alimentation méditerranéenne et l'activité physique par intervalle. Ça ne devait pas être un projet de recherche, mais il y a plusieurs chercheurs qui sont penchés là-dessus, puis ils ont vu des résultats extraordinaires, que ce soit au niveau du taux de taille, de la diminution du cholestérol, l'augmentation du bon cholestérol, au niveau de l'hypertension artérielle, au niveau du diabète. Nous faisons la promotion des saines habitudes de vie. On travaille, comme le terme, en prévention. Dans les années 2000, EPIC et la direction de la prévention de l'Institut de cardiologie de Montréal inspirent ou collaborent à de nombreuses initiatives importantes qui voient le jour. En 2000, le défi J'arrête, j'y gagne qui s'attaque au tabagisme. En 2005, le défi santé qui invite la population à adopter de saines habitudes de vie et auquel plus d'1 million de personnes ont participé depuis sa création. Et sans oublier le grand défi Pierre Lavoie en 2008 qui motive les enfants d'âge scolaire partout au Québec à adopter eux aussi de saines habitudes de vie. Depuis 2002, l'organisme Québec en forme aide aussi la population québécoise à passer de l'idée à l'action en soutenant une multitude de projets visant les saines habitudes de vie. Le Centre EPIC est le plus grand centre de prévention au Canada avec 5000 membres. Donc, dans ces membres, il y a des patients, il y a des gens qui ne sont pas des patients. Le mot « patient » au Centre EPIC, même si 20 de notre clientèle vient de l'hôpital, on a un peu banni ça de notre vocabulaire. En fait, ce sont des membres. Et la différence, c'est vraiment dans l'approche qu'on a. Les gens viennent chez nous par choix. Mais si on se compare à nos pairs des centres de fitness et ces choses-là, eux, c'est plus un client. Nous, on est un petit peu entre les deux. Le membre, chez nous, on veut qu'il se sente chez lui. Notre approche est différente. C'est pas la performance, c'est une approche systémique des saines habitudes de vie. D'ailleurs, la promotion de nos saines habitudes de vie, c'est notre mission. On avait moins de gens en prévention primaire au Centre EPIC, donc c'était des gens un petit peu plus âgés. Aujourd'hui, on a beaucoup de tranches, bien beaucoup, 20-50 ans, qui veulent prévenir les maladies et ils veulent participer à nos études qui vont les aider pour diminuer leur tension artérielle, avoir un meilleur taux de glycémie. Donc, ils embarquent beaucoup dans ces études-là. Et on a aussi la population plus malade qui, eux aussi, veulent maintenant s'améliorer avec, justement, l'apprentissage de certaines techniques ou certains entraînements qui vont faire en sorte qu'ils vont améliorer leur qualité de vie. Ça peut passer par les projets de recherche. Fait qu'on est très gâtés à EPIC par la participation des gens. Avoir autant de gens qui sont passionnés par l'activité physique et les styles de vie préventifs et de venir les voir puis d'avoir cette réceptivité-là aussi, de dire ces gens-là, ils veulent participer à nos projets, ils sont localisés ici, ils ont envie de donner de leur temps, de leur énergie. Nous, c'est certain que la prévention, c'est un moyen aussi de comprendre les maladies, comprendre comment une maladie va naître et va évoluer dans le temps. Par exemple, dans mon cas, si je veux comprendre la démence, la maladie d'Alzheimer, bien, je dois mieux comprendre le vieillissement normal, puis comment le style de vie d'une personne va avoir un impact là-dessus. Donc, c'est très important d'avoir accès à des centaines de personnes de différents âges, parce que ce n'est pas une maladie juste de 80 ans, c'est une maladie qui peut commencer jeune, et de pouvoir évaluer les gens, de pouvoir les tester sur toutes leurs coutures, comme on dit en bon québécois. Et pour ça, bien, ça prend des gens qui ont envie de participer, puis qui ont envie de participer parce qu'ils y croient.
Moi, j'ai souvent dit que le centre EPIC, la clientèle qu'on avait, c'était comme un microclimat. Tu sais, c'est pas partout que tu as ce genre de clientèle-là qui est si motivée, parce que déjà, venir s'inscrire au centre EPIC, c'est déjà un pas vers un changement d'habitude par l'activité physique. Mais un coup, tu es rentré, tu fais de l'exercice, tu as le goût de bien manger, tu as le goût de gérer ton stress. Donc, ça t'amène petit à petit à modifier grandement toutes ces attitudes-là. Au tout début, c'était on vient faire de l'exercice parce qu'on me dit qu'il faut faire de l'exercice. Mais aujourd'hui, les gens sont vraiment déjà convaincus et ils sont informés, ils savent plus où ils vont. Ils viennent pour un mieux-être, s'apporter vraiment. C'est un bienfait là, de part et d'autre, l'entraînement physique. C'est ma méthode de vie. C'est de la prévention, mais c'est très, très important parce qu'on est suivi par un cardiologue et puis kinésithérapeute. Donc, on se sent bien entouré. On se fait des amis aussi, alors c'est fort agréable. Les gens qui sont ici se parlent, c'est très, très motivant. C'est pour ça que je viens ici, puis je continue depuis toutes ces années à venir ici, parce que c'est motivant. C'est ça que je recherche, là. C'est plus fun de s'entraîner en groupe, il y a plus de personnes. C'est une évasion pour le moral et le physique aussi. Ça apporte vraiment une détente, là. On se sent mieux dans notre vie, on est moins anxieux. Prendre soin de soi, prendre du temps pour soi aussi. Ouais. Après 50 ans, les histoires de succès sont nombreuses, mais derrière chaque histoire se cache un membre ou une organisation pour qui EPIC a joué un rôle très important. Alors récemment, j'ai passé mon test à l'effort, j'ai fait 9 mètres, 0.7 ou 0.4, là. Puis le docteur Martin Junot, il dit que ça équivaut à un cœur de 45 ans. Fait que c'est ça mon aventure jusqu'à aujourd'hui chez EPIC. Ça fait 45 ans depuis 1973 que je suis à EPIC. J'ai jamais été malade. J'ai jamais été... J'étais en pleine forme tout le temps. J'avais 2 causes qui me tenaient à cœur. C'était de m'occuper de ma santé. Puis aujourd'hui, j'ai tellement reçu d'EPIC, c'est ce qui m'a donné des saines habitudes de vie. Faire l'exercice et changer mon alimentation. J'ai commencé à faire du yoga en 75. Aujourd'hui, je suis rendu à 80, puis je pense que ça va bien à cause d'EPIC. Alors, je redonne monétairement, puis des talents, puis on rencontre un paquet de bons amis, et c'est en groupe, puis il y a une bonne équipe là-bas. J'ai reçu beaucoup, comme on disait, et j'aime remettre parce qu'on se considère privilégié. On se considère privilégié d'aller chez EPIC, encore plus parce qu'on est encore plus près d'EPIC de l'Institut. Pourquoi? Parce que, évidemment, si je suis encore en vie aujourd'hui, avec le style de job que j'avais, souvent faire plus de 40 heures avec M. Arcan à la radio, avec Jeff Fillion, avec ces gens-là, ça prenait du cran, puis évidemment, savoir relaxer. Alors, EPIC m'a bien aidé de ce côté-là. On peut pas, tu sais, si je suis encore en vie et en forme, c'est grâce à EPIC, il n'y a pas de doute. En 1970, il y avait un projet, puis aujourd'hui, le centre EPIC est le plus grand centre de médecine préventive en Amérique du Nord, fort probablement. Une des clés des succès du centre EPIC est sans aucun doute l'intégration de tous les services avec une seule idée en tête, le membre. Ainsi, l'étroite collaboration entre l'équipe médicale, les kinésiologues, les nutritionnistes et l'équipe de l'accueil fait partie de la recette de la réussite d'EPIC. Ce sont toutes ces femmes et ces hommes qui sont au cœur des innovations et de l'âme même du centre. Ils ont toutes et tous influencé positivement la société québécoise dans le combat contre la malbouffe et la sédentarité. Ils accompagnent concrètement depuis maintenant 50 ans les membres du centre EPIC vers de saines habitudes de vie. Ce sont de réels agents de changement. Ce qui m'a surpris le plus, c'est probablement le désir de toutes les personnes ici de faire une différence. Peut-être aussi le fait que c'est de grandeur humaine. Et là, on est dans une tendance sociale à regrouper beaucoup, surtout dans le domaine de la santé, des organisations gigantesques dans lesquelles on se perd un peu. Alors qu'on arrive à EPIC, il y a une grandeur humaine. Et ça, je pense que c'est essentiel pour que les gens se sentent impliqués, puis se sentent un agent de changement, puis un agent important. C'est là qu'on a parti aussi un programme pour dire « Envoyez-nous vos patients, nous autres, on va faire de l'enseignement des bonnes habitudes. » Alors, on a fait de l'enseignement, ça durait 3 heures, infirmière, éducateur physique
et nutritionniste pour dire à la personne, tu fais du cholestérol, tu fais un peu d'obésité, as-tu le goût de prendre des pilules toute ta vie ou tu as le goût de changer quelque chose? Nous, ce qu'on va faire, on va allumer une étincelle, on va allumer une bougie, on va le motiver, on va le guider, on va l'encadrer, mais c'est lui aussi qui fait l'effort. Ce qui arrive, c'est faire de l'exercice, bien manger, prendre soin de soi, se mettre au centre de ses priorités, gérer son stress. Ça touche tout le monde. Tu sais, dans le fond, le Centre EPIC, c'est un centre de prévention avec un grand P. Autant prévention primaire, donc chez des gens qui n'ont jamais eu de problème cardiaque, que de la prévention secondaire. Donc, c'est sûr que on est tous interreliés. La personne, on la prend dans son ensemble. Dans son ensemble, on veut qu'elle s'entraîne, on veut qu'elle mange mieux. Donc, comment je peux mieux manger, comment je peux m'améliorer? Il y a toujours des choses. Et ça peut être aussi autant physique que mental, hein, parce qu'il y a une amitié qui se crée en gymnase entre les gens qui s'entraînent. Alors, c'est très agréable. C'est un plaisir de travailler à EPIC avec les gens qui sont là. À un moment donné, on leur disait, bien, vous êtes limite de peut-être qu'on pourrait enlever vos médicaments. Alors donc, quand les gens se rendaient là, au bout de, mettons, 6 mois, par exemple, puis ils ont dit, j'ai réussi, j'ai plus besoin de médicaments parce que j'ai intégré l'activité physique de façon régulière, j'ai changé mon alimentation. Fait que ça, pour nous, c'est encore une fois, c'est une réussite là, à ce moment-là. Beaucoup de gens font partie de la grande famille d'EPIC, mais sans tous ceux et celles qui collaborent au financement, les pas de géant constatés au fil des ans ne se seraient jamais matérialisés. Grâce au leadership des dirigeants de la Fondation EPIC et de la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal, les membres peuvent s'entraîner maintenant dans des installations modernes et adaptées, alors que les chercheurs, eux, peuvent continuer à faire rayonner leur savoir ici et à l'international. Les deux fondations ont des missions distinctes. La fondation EPIC, l'objectif principal, c'est de ramasser des fonds pour la partie gymnase, donc toute l'infrastructure qui est à l'intérieur de l'édifice et qui est offerte aux membres. Quand on a intégré l'Institut de cardiologie en 1983, tout le secteur santé du Centre EPIC intégrait l'Institut de cardiologie. Mais tout le secteur éducation physique, tous les appareils, tout l'entretien du bâtiment, toutes les nouveautés qu'on voulait amener dans le Centre EPIC n'étaient pas assurées par l'Institut de cardiologie. Alors, c'est les membres, via les dons qu'ils font annuellement à la Fondation, qui permettent de pouvoir maintenir le bâtiment à niveau. D'une certaine façon, le Centre EPIC est extrêmement talentueux à attirer les donateurs. Ça, c'est quelque chose qu'on doit lui reconnaître. Je pense que la thématique de la prévention, c'est une thématique qui est porteuse aussi pour plusieurs personnes qui veulent faire la différence. Je parlais des membres EPIC et du personnel EPIC qui sont de toute évidence des gens extrêmement motivés à faire une différence, mais les grands donateurs sont aussi des gens qui ont envie de changer le monde. C'est pas une phrase vide de sens pour les gens qui travaillent ici puis les gens qui donnent à EPIC. Ils ont vraiment envie de faire une différence. Puis je pense qu'ils ont compris que c'est un centre qui leur donnait cette possibilité-là d'avoir un impact réel. Au niveau de la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal, on investit plus au niveau de la recherche et de l'infrastructure brick and mortar, là, quand il y a des agrandissements à faire. Et maintenant, avec le don de la famille Saputo, le don des familles Desmarais, les grandes familles de Montréal ont pris un peu sur leur zèle cette institution-là parce que, vous savez, une ville a besoin de grandes institutions. On a besoin d'un bon centre, on a besoin d'une grande orchestre symphonique, on a besoin d'un grand musée, puis on a besoin de bons hôpitaux et de grands centres de recherche. Parce que, dans le fond, ce qui fait qu'une ville est intéressante, c'est ces grandes institutions-là qui perdurent, peu importe les partis politiques, peu importe la température, peu importe que le Canadien va le mal. C'est quelque chose qui est là, qui reste. On est très fiers d'avoir maintenu une base d'équipe de chercheurs parce qu'on le voit actuellement. Au centre, il y a une explosion au niveau des sujets de recherche, que ce soit les effets de la chaleur sur le corps humain ou tous les effets de l'entraînement sur les capacités cognitives. Le lien entre la santé cardiovasculaire et les changements climatiques est probablement plus important que jamais, considérant le fait justement que les changements climatiques apportent des événements climatiques qui sont de plus en plus extrêmes. C'est vraiment les gens âgés, donc 65 ans et plus, et surtout ceux qui ont une maladie cardiovasculaire qui sont le plus à risque de mortalité ou de se retrouver à l'hôpital. Donc, ce qu'on espère trouver dans le futur, c'est la raison peut-être, si on veut, physiologique, donc comment le corps réagit, comment est-ce qu'on peut s'adapter
afin de fournir des lignes directrices ou des recommandations justement pour éviter les problèmes de santé lors des canicules. La Fondation est à même les murs, la Fondation est à même le vécu du Centre épique, donc on est aussi à même de constater quels sont les besoins, puis les besoins auxquels on peut répondre de façon urgente, entre guillemets, ou rapide, si on veut. C'est vraiment grâce à EPIC et à la Fondation EPIC qui nous ont permis d'avoir des infrastructures à la fine pointe de la technologie. Par exemple, la salle à environnement contrôlé qui nous permet de recréer des environnements tant polaires à moins 18 degrés Celsius que désertiques à plus 70 degrés Celsius, que des équipements qui nous permettent de faire des mesures très pointues et précises de la capacité du corps à tolérer la chaleur ou à tolérer les environnements extrêmes. Il y a très peu d'équipes de recherche dans le monde qui effectuent le genre de recherche que nous, on effectue. Donc, c'est vraiment un laboratoire qui est unique. D'un simple rêve au départ, le Centre EPIC est aujourd'hui devenu un centre qui fait l'envie de tous suite à 2 phases d'agrandissement. Les membres peuvent maintenant profiter de 2500 mètres carrés de nouveaux espaces pour permettre de bonifier la riche programmation avec encore plus de nouveaux cours et services. Après 50 ans à bousculer l'ordre établi, à pousser la science vers de nouvelles destinations et à créer une communauté de membres grande et forte, il est temps de se tourner vers l'avenir. Moi, ce que je cherche fondamentalement, c'est changer le monde. Comme tous les chercheurs, on veut que quand on regarde derrière nous, les choses se soient améliorées. La première chose qu'on aimerait changer, ce serait de faire en sorte que la prévention soit une priorité en santé. Hein? Au Québec, comme partout, comme dans beaucoup de pays, en tout cas occidentaux, la prévention, malheureusement, ça ne vient pas en priorité. On est des pays où on soigne les maladies. Je pense que c'est pas normal que, comme société, on ne développe pas des centres épiques ou l'équivalent, ou cette approche-là partout. Parce que c'est très rentable pour la société, c'est très rentable pour la qualité de vie des gens. 1 $ en prévention est extrêmement payant par rapport à 1 $, le même dollar, dépensé dans la curatif, c'est-à-dire guérir une maladie quand il est trop tard. Il y a encore des sceptiques qui disent non, l'exercice, l'alimentation, c'est pas aussi fort que la médication. Moi, je leur dis, vous lisez pas la littérature médicale comme moi je la lis, là. Je l'épluche à tous les jours, il n'y a aucun doute. Mais c'est très ancré dans les mœurs, je dirais, ou dans la culture médicale qu'il n'y a rien de plus efficace que la médication. Pour moi, aller auprès des jeunes, la jeunesse, la petite enfance jusqu'à l'école primaire, ils sont encore des cœurs ouverts, ils sont encore perméables. C'est les meilleurs ambassadeurs pour eux, mais aussi pour les parents. Vous avez peut-être des petits-enfants ou des enfants qui vont à l'école. Ils vont passer leur secondaire s'ils ont réussi les mathématiques, s'ils ont réussi le français, l'anglais. Mais ils n'ont pas besoin de réussir un cours de biologie où on enseignerait quoi manger, quoi faire comme exercice physique. Ils vont passer leur secondaire pareil. Alors, pour moi, c'est fondamental. Ça fait partie du bagage que toute personne devrait. On parle souvent de « faut apprendre à se connaître soi-même sur le plan psychologique », mais pourquoi pas biologique aussi? La prévention, s'entretenir, prendre soin de soi, on l'apprend. On apprend à prendre soin de notre économie, de notre finance, de notre voiture, de notre maison, mais on n'apprend pas à prendre soin de soi. Il faut vraiment qu'on réussisse à rapidement investir davantage en prévention et créer un momentum de société. C'est pas une critique que je fais à aucun chercheur, aucun médecin, aucun système économique à l'heure actuelle, parce que on arrive difficilement à joindre les deux. Hein? Quand on a des listes d'attente pour avoir des procédures médicales ou des examens médicaux, bien, c'est sûr qu'on comprend très bien qu'on ne peut pas investir énormément en prévention chez les gens qui sont sains. Oui, on va financer la recherche, on va financer tout le reste, mais quitte à faire un peu plus, on va faire en sorte que la prévention ait un peu plus de ressources et surtout des ressources qui peuvent être là pour longtemps. Donc, on parle de chaire de recherche, on parle d'équipement, on parle d'infrastructures et de talent, de personnes de talent pour venir renforcer tout ça. Moi, j'ai des patients qui étaient assez malades, puis chez qui j'étais un peu découragé parce que je disais, on va faire 3 pontages, mais dans 3 ans, ça va être bloqué ou dans 5 ans. Puis je leur dis, moi, à votre place, je prendrais les grands moyens. Et là, c'est alimentation végétarienne ou végétalienne, exercice, gestion du stress. Et je peux vous dire, en 6 mois, les symptômes disparaissent à peu près toujours ou
ou deviennent négligeables, la capacité d'effort augmente et on ne les revoit pas à l'urgence. La pire affaire pour une personne, c'est de dire, bien, je ne peux plus conduire ma voiture, je ne peux plus me déplacer à l'épicerie, je ne peux plus aller voir mes amis, je ne peux plus jouer aux cartes. Tout ça fait partie d'un ensemble et c'est ce qu'on est en train de découvrir collectivement, que la prévention, c'est la meilleure vitamine pour vivre longtemps sans avoir de grands problèmes de morbidité. Il n'est jamais trop tard pour changer son style de vie. L'activité physique, par exemple, pour la santé cérébrale, ça a été démontré que ça peut avoir un impact même à 75 ans chez une personne qui n'a jamais fait de sport. Alors, ce qu'on a établi, c'est un lien entre la santé cardiovasculaire et la démence. Et là, le Dr Bérère nous aide à explorer. C'est un nouveau domaine pour l'Institut de cardiologie de Montréal, mais il y a quand même un lien avec la santé cardiovasculaire. Le lien cœur-cerveau est de plus en plus reconnu comme un élément extrêmement important dans la prévention des maladies cognitives et de la démence. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les maladies cardiaques, c'est les premiers tueurs. L'ensemble des maladies cardiaques, c'est la principale cause de décès dans le monde. La principale cause d'incapacité, ce sont les troubles cognitifs. Donc, en vieillissant, quand les gens développent des troubles cognitifs et de la démence, ils perdent leur autonomie. Ce qui fait que là, on se rend compte de plus en plus que ce sont des organes extrêmement interconnectés. La plupart des maladies cardiovasculaires sont reconnues maintenant pour avoir un impact dès le début sur la cognition. Minime au début, progressif, mais à mesure que les maladies cardiovasculaires vont prendre de l'importance, vont avoir un impact plus important. La plupart des recherches sur les démences, ils prennent des gens qui malheureusement sont avancés. Ils se présentent chez le médecin avec des gros troubles cognitifs. Il est un peu tard pour agir. On agit, mais il est un peu tard. Alors que le Dr Bérère, lui, il les détecte très, très tôt, des défauts subtils, puis essaie de les corriger. Et pour nous, arriver ici, dans un centre où on ne s'occupait pas encore beaucoup du cerveau des gens, ça va de soi parce qu'on est dans une place où on a une expertise extrêmement importante sur la santé cardiovasculaire. Et là, on va pouvoir approfondir nos connaissances sur l'impact que ça a sur le cerveau. Et c'est une équipe de 25 personnes. Alors là, on part d'une équipe de 7-8 à 35. Alors, on va faire un autre très gros bond, là. Puis ça fait boule de neige parce que quand vous attirez des gros chercheurs comme ça, bien, les autres gros chercheurs disent « Est-ce qu'il y a de la place pour nous là-bas? » C'est vraiment l'amalgame des installations, des équipements, de l'équipe et surtout de la communauté des membres qui nous rendent vraiment uniques. Si j'avais connu EPIC quand je suis revenu de mon postdoc aux États-Unis, je ne serais pas allé où je suis allé. Je serais venu m'installer au Centre EPIC. Je pense que le Centre EPIC est pas mal un modèle d'avoir mis vraiment en place une équipe multidisciplinaire, une vraie, là, avec tous les professionnels. C'est-à-dire que c'est un centre où il y a une clinique médicale externe. C'est un grand centre d'activité physique. Il y a des enseignements de la nutrition, il y a une cafétéria en bas, il y a de tout au Centre EPIC. Il y a des connaissances scientifiques qui émanent du Centre EPIC, mais il y a aussi une application pratique importante. Il y a une dissémination des connaissances aussi. Il y a un observatoire des connaissances qui permet de transférer toute l'information au monde, à l'extérieur. Tout ça dans le même centre fait peut-être en sorte qu'on ne le voit pas toujours reconnu pour une expertise particulière dans le monde universitaire. Donc, je dirais que, de mon point de vue, venant d'une université, j'avais sous-estimé l'ensemble de l'œuvre. L'ampleur, la diversité, surtout la portée des travaux de recherche va vraiment passer à un autre niveau qui va vraiment nous positionner là, sur la scène mondiale, tant au niveau de la recherche que de la prévention cardiovasculaire. Je pense qu'on va pas juste doubler, là, mais on va tripler ou quadrupler notre impact en recherche au cours des 4-5 prochaines années. Reconnu à l'international comme un des pôles d'avant-garde en médecine préventive, la réputation du Centre EPIC n'est plus à faire. Les membres et le personnel sont au rendez-vous. Ils sont passionnés, ils participent activement, ils évoluent avec la connaissance. Entre les murs, une réelle communauté est née, et ce n'est que le début. Il n'y a pas une tempête qui m'empêche de venir ici. C'est sûr que la journée que je viens plus ici, c'est parce que je serai vraiment mal en point. C'est un rituel que je ne peux pas manquer. C'est grâce à EPIC. Moi, j'ai le santé là. Je sais pas, moi, c'est ma deuxième maison. Et je me sens en forme comme je ne me suis pas sentie en forme depuis une éternité. C'est vraiment un bel environnement. Promouvoir la prévention, la santé, le bien-être, c'est qu'est-ce qu'on a besoin, en fait, pour être bien dans sa peau. Je suis heureux. Moi, ça.